Le collectif des candidats ne reconnaîtra pas la prestation de serment en tant que président de la République que prévoit de faire Rajadzwil le 16 décembre prochain. Le collectif des candidats persiste et signe. La présidentielle était un simulacre d'élection. Le journaliste Gaskar Fensou de Real TV a été auditionné aujourd'hui à la section de recherche criminelle de Fiadanan. Pour l'ordre des journalistes, la profession est en péril. Dans l'actualité internationale, après la sécheresse, les inondations, plusieurs pays de la Corne de l'Afrique sont frappés par le phénomène El Niño, amplifié par le réchauffement climatique. Des pluies diluviennes s'y sont abattues à la suite d'une longue période de sécheresse. Le sol, très sec, n'absorbe plus l'eau, provoquant des inondations dévastatrices. En Éthiopie, plus d'1 million de personnes sont affectées. Reportage au sud-est de l'Éthiopie, dans la région la plus touchée par les inondations. Le collectif des candidats ne reconnaîtra pas la prestation de serment en tant que président de la République que prévoit de faire Rajadzwil le 16 décembre prochain. Il considère cette prestation de serment comme une atteinte à la souveraineté nationale. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié aujourd'hui. Le collectif des candidats réitère dans ce communiqué qu'il ne reconnaît pas le simulacre d'élection truffé de fraude et de non-respect des lois visant à mettre en place un président de la République ayant déjà renoncé à sa nationalité malagasy. Le collectif des candidats condamne par ailleurs toute forme d'intimidation à l'encontre de tous ceux qui expriment leurs opinions, tels que les journalistes, les personnalités politiques, les syndicats, les simples citoyens, et les considère comme une atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Pour le collectif des candidats, toutes ces convocations et enquêtes relatives à des suspicions d'incitation à une mutinerie militaire sont la preuve d'un profond malaise dans les rangs des forces armées. Elles justifient la nécessité de poursuivre le dialogue inclusif initié par la plateforme de médiation PAN et FFKM afin de dénouer tous les différends. Le collectif des candidats appelle à l'arrêt de toutes les répressions envers toute personne civile et militaire. Pour un véritable changement et pour une amélioration de la loi électorale, le collectif des candidats a élaboré une proposition de loi. Les députés adhérents au mouvement du collectif des candidats l'ont déposé à l'Assemblée nationale pour tenir compte des recommandations des observateurs électoraux et des partenaires financiers et afin d'éviter l'apparition de nouvelles crises politiques relatives aux élections. Pour le collectif des candidats, le combat continue. Dans ce contexte, une cellule de crise a été mise en place conjointement par le collectif des candidats, les partis et groupements politiques, les élus, la société civile, les associations et les chefs traditionnels afin d'élaborer et de coordonner toutes les actions à entreprendre dans tout le pays à partir de la semaine prochaine. Le journaliste Gaskar Fensou de Real TV a été auditionné aujourd'hui à la section de recherche criminelle de Fiadanan. Selon son avocat, l'affaire concerne l'émission L'invité du jour avec Christian Tabir, vice-président du RMTM. Gaskar Fensou fait face à des accusations d'incitation à une mutinerie militaire. Gaskar Fensou a bien été convoqué par la section de recherche criminelle de Fiadanan. La raison de cette convocation est liée à l'émission L'invité du jour avec Christian Tabir comme invité. L'affaire est en cours et je ne peux pas encore fournir plus de détails. Nous attendrons la suite des événements. Notre audition a eu lieu aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que tout est résolu. C'est pourquoi je souligne que l'enquête suit son cours. Les membres de l'ordre des journalistes à Madagascar, venus soutenir Gaskar Fensou, craignent que l'exercice du métier de journaliste soit en péril dans le pays. Les lois régissant la profession ont été bafouées et cette affaire en est la preuve manifeste. Normalement, un journaliste exerçant sa profession ne devrait pas être inquiété de cette manière.
L'affaire est en cours et nous ne pouvons ni intervenir ni prédire l'issue de ce qui va se passer. La conclusion de l'enquête déterminera s'il y a véritablement atteinte au métier de journaliste. Si une simple émission est utilisée pour accuser un journaliste d'incitation à la mutinerie militaire, cela remet en question la liberté du travail de journaliste dans le pays. En tant que journaliste, Gaskar Fiensou n'a fait qu'une interview et il est essentiel de rappeler que les journalistes ne sont pas là pour inciter à des actions, mais plutôt pour poser des questions à leurs invités. Selon les explications, de telles intimidations envers les journalistes ne sont pas nouvelles dans le pays, comme en témoignent les nombreux incidents survenus au cours des 5 dernières années. Nous sommes les seuls à connaître notre travail. Nous savons qu'il y a déjà eu des journalistes convoqués de cette manière, ce qui va à l'encontre des lois régissant notre profession. D'un point de vue technique, le chef d'inculpation n'a rien à voir avec le métier de journaliste. Il s'agissait simplement d'un journaliste exerçant son métier, dont la liberté est protégée par les lois régissant notre profession. Cette situation soulève des questions sur la pratique de musellement, d'intimidation ou de répression indirecte. Nous faisons appel à la solidarité des journalistes. Bien que les lignes éditoriales puissent différer, aucun journaliste ne peut se considérer à l'abri. L'audition de Gaskar Fiensou à la section de recherche criminelle de Fiadanan a duré 4 heures. Le gouvernement n'est pas venu au face-à-face prévu avec les députés de l'Assemblée nationale, comme annoncé dans sa lettre de mercredi. Les députés considèrent cette situation comme une violation totale de la Constitution qui désigne une séance de questions-réponses à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Selon les députés, la vérité est un droit des citoyens. Cela constitue une violation de la Constitution. En effet, la Constitution stipule clairement que les deux parties, le gouvernement et les députés, doivent se tenir face à face. Les députés posent des questions et le gouvernement doit y répondre, permettant ainsi aux citoyens de comprendre comment les affaires du pays sont gérées. Pour respecter cette disposition constitutionnelle, cette séance doit se dérouler de manière orale et en face à face, et non pas par des échanges d'écrits. La salle de réunion de l'Assemblée nationale a été fermée et les lieux étaient déserts. De plus, de nombreux projets de loi ne seront pas examinés au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les résultats concrets de la lutte contre la corruption ne sont pas palpables. Même après près de 20 ans d'instauration de systèmes anticorruption selon l'ONG Tultsu, malgré la mise en place de plusieurs lois et systèmes anticorruption au cours des 5 dernières années, les citoyens ne ressentent pas les effets concrets de ces mesures. Les résultats concrets de la lutte contre la corruption ne sont pas perceptibles par les citoyens, ce qui contribue à un manque de confiance envers les systèmes anticorruption. Cette absence de confiance se traduit par le fait que les citoyens hésitent à dénoncer les cas de corruption, car ils ont été découragés par le constat de l'absence de résultats probants. La confiance est liée aux résultats obtenus. Nous voudrions dire à tous les acteurs impliqués que le moment est venu de procéder à une évaluation approfondie de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette évaluation devrait viser à déterminer comment obtenir des résultats concrets plutôt que de devenir une charge pour le pays. Il est impératif de transformer la lutte contre la corruption en une solution plutôt qu'un problème. Cela implique la définition claire des résultats attendus de cette lutte. Selon les explications, il y a un manque de volonté politique pour lutter contre la corruption à Madagascar. Cette absence de détermination se manifeste dès l'allocation budgétaire dédiée à la lutte contre la corruption et elle s'étend jusqu'à la liberté d'exécution des actions destinées à combattre ce fléau. La priorité réside dans l'application effective de la loi. Les systèmes anticorruption ne devraient pas hésiter à faire respecter la loi, même si cela implique un ministre, un député ou un simple citoyen. Cela s'inscrit dans le principe fondamental de l'égalité en matière de droits humains. En observant le nom de ces systèmes, le terme « indépendant » y est souvent inclus. Cette indépendance doit se refléter de manière tangible dans leurs décisions. Parfois,
Cela ne semble pas être le cas, ce qui amène les citoyens à se questionner sur la réelle indépendance de ces systèmes. Il existe des préoccupations quant à savoir s'ils font face à des pressions externes, notamment s'ils sont liés à la présidence. Il est impératif de trouver des solutions pour garantir l'indépendance de ces systèmes, de manière à ce qu'ils ne dépendent pas du financement de la présidence. Le 9 décembre marque la journée mondiale de lutte contre la corruption et les activités pour célébrer cet événement ont débuté aujourd'hui. L'application effective des lois anticorruption et la concrétisation du travail des systèmes anticorruption sont attendues. La proposition de loi pour la protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs des droits humains est en suspens à l'Assemblée nationale depuis plus de 5 ans sans être prise en considération. À ce jour, Madagascar ne dispose toujours d'aucun cadre juridique spécifique pour garantir la sécurité et la protection de ceux qui osent dénoncer des actes répréhensibles et œuvrer en faveur des droits humains. Selon Transparency International, cette situation est le reflet d'un manque de volonté politique pour mettre en place des mesures adéquates. Nous avons déployé de nombreuses actions, fait notamment des plaidoyers pour convaincre le gouvernement d'instaurer cette loi, mais malgré nos efforts, aucun progrès significatif n'a été réalisé. Bien que le plaidoyer ait débuté vers 2015-2016, en 2022, il s'est concrétisé en une proposition de loi qui est actuellement en attente au niveau de l'Assemblée nationale. Est-il nécessaire d'attendre encore 5 ans pour que cette proposition soit validée en tant que loi? Rien n'est certain. À nos yeux, cela dépend largement de la volonté politique. Tant que la loi n'est pas approuvée, la situation reste pour nous à craindre. La société civile lutte depuis plus de 5 ans en faveur de cette loi visant à protéger les défenseurs des droits humains. Mais jusqu'à présent, aucune concrétisation n'a eu lieu. Les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains à Madagascar vivent sous la menace et la contrainte, selon les explications. Malgré ces défis, ils continuent à œuvrer pour l'intérêt général, en particulier dans des domaines de l'éducation, de la préservation de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Le problème est qu'il n'y a pas de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Je ne prétends pas que tous ceux qui lancent une alerte sont systématiquement victimes de répression, car nous n'avons pas de preuves à cet égard. Cependant, les cas sont nombreux, à l'instar de Thomas Razafi Ndemak, qui a lutté pour la protection de l'environnement dans sa communauté à Ius, ce qui lui a valu une peine de 2 ans de prison ferme. Un autre exemple est celui de Madame Angélique Orazan-Vuiboul, dans la partie est du Pangalan, qui a défendu la forêt de Vuiboul. Elle doit faire face aux menaces des trafiquants, une situation où le gouvernement reste silencieux, d'autant plus qu'il n'existe ni loi ni mécanisme dédié à la protection des lanceurs d'alerte. Tel est le contexte actuel. La maison des lanceurs d'alerte a été inaugurée aujourd'hui à Madagascar. Il s'agit d'un projet lancé par Transparency International et financé par l'Union européenne. De nombreux efforts doivent être encore déployés pour assurer la protection des droits des lanceurs d'alerte malgaches. Les paramédicaux à Befandina Nord ont été victimes de menaces et de harcèlement après avoir choisi de ne pas élire le candidat du ministre de la Santé publique lors de l'élection de l'Ordre des infirmiers en novembre dernier. C'est ce qu'a déploré aujourd'hui le syndicat des paramédicaux. Actuellement, les paramédicaux gèrent 74% des centres de santé de base à Madagascar. Ils occupent ainsi une place cruciale dans la gestion de la santé publique, mais sont victimes de pression de la part de diverses autorités. Les formes d'intimidation persistent jusqu'à présent et perpétrées par des individus liés au système. L'élection de l'Ordre des infirmiers, qui s'est déroulée le 30 novembre dernier, a vu la participation de 5 candidats, dont l'un se présentait comme candidat du ministère de la Santé. Dans plusieurs régions, dont Sofia et Befandina Varat, ce candidat n'a pas été élu. Selon des sources fiables, de membres de cabinet ont contacté le médecin inspecteur, exerçant des pressions sur lui
pour qu'il affecte le responsable de la gestion des vaccins à Befandinavarad. En raison de la non-élection du candidat du ministère, le médecin inspecteur a dû émettre une note de service pour protéger ses intérêts et sa fonction. Cette personne est pourtant un collaborateur efficace et un pilier du district sanitaire de Befandinavarad. Le syndicat des paramédicaux a vivement condamné de telles pratiques et a lancé un avertissement aux responsables qui exercent ces pressions et menaces, les enjoignant de cesser immédiatement ces agissements. Le coût de transport des marchandises en provenance de l'étranger est extrêmement cher, ont déploré les entrepreneurs aujourd'hui. Les tarifs de transport n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Par exemple, pour un conteneur de 20 pieds en provenance de Chine, le coût était de $1 200 mi-avril dernier, s'il avait atteint $15 000 début 2022. Outre les défis liés au dédouanement, cette hausse des coûts de transport constitue l'une des contraintes majeures pour les entrepreneurs qui importent des marchandises de l'étranger. Pour l'importation de marchandises, les coûts n'ont cessé d'augmenter, en particulier au cours des 2 dernières années. Pour les frais de transport comme pour le dédouanement, aucun entrepreneur ne peut ignorer cette réalité, surtout en ce qui concerne le dédouanement, une situation due principalement à la dévaluation de notre monnaie. Les entrepreneurs, en particulier ceux de petites entreprises comme la nôtre, ont véritablement souffert au cours de ces 2 dernières années. L'avenir pour l'année prochaine demeure incertain et nous nous efforçons d'éviter les pertes tout en prenant en considération les besoins de nos clients. Par ailleurs, la forte demande d'importation à Madagascar contribue à la diminution des réserves de devises et entraîne une dépréciation de la monnaie nationale. Cette situation a des répercussions significatives sur les activités des entrepreneurs qui se retrouvent dans l'incapacité d'augmenter leurs prix en raison du pouvoir d'achat limité des citoyens. Le marché local demeure instable et la disparité dans le pouvoir d'achat des individus complique la gestion des stocks. Nous sommes limités dans notre capacité à constituer des réserves car l'incertitude persiste quant à l'écoulement rapide des produits. Nous risquons de faire du stockage ou des stocks morts, une situation qui va générer des pertes car plutôt que de vendre divers produits, nous nous retrouvons avec des stocks excessifs. D'après les entrepreneurs, le gouvernement devrait mettre en place une stratégie ferme pour faire face à cette situation. En plus d'une politique monétaire bien définie, il est crucial d'améliorer la qualité des produits locaux afin de favoriser l'exportation et d'accroître la valeur de l'arrière, ce qui serait aussi bénéfique à l'importation. Des villages entiers sous les eaux, plus de 90 000 hectares de plantations dévastées. Seuls 10% des 150 000 personnes déplacées ont reçu une assistance dans ces zones isolées, difficiles d'accès. À Ferfir, de nombreuses personnes se sont réfugiées sur les rares terres épargnées. Je ne sais pas dans quel état est ma maison. La dernière fois que j'étais dans mon quartier, il y avait tellement d'eau que je ne pouvais rien voir et je ne sais même pas si elle a été emportée. On ne mange pas tous les jours à notre faim. On demande de l'aide du gouvernement, car c'est urgent. Plus au sud, l'eau se retire peu à peu, laissant derrière elle une épaisse couche de boue. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Quand il pleuvait, nous avons essayé de bloquer l'eau avec des sacs de terre pendant 20 jours, mais à la fin, c'est devenu incontrôlable. L'eau a tout emporté. Nous avons perdu tous nos ustensiles. Beaucoup d'animaux sont morts, des poulets. 4 personnes âgées sont mortes. Nous avons récupéré leurs corps dans l'eau. En tout, les inondations ont fait une quarantaine de victimes dans la région. Le gouverneur se rend au contact des populations, souvent mécontentes car l'aide tarde à arriver. Nous utilisons l'hélicoptère et le bateau et d'autres moyens pour aller les aider. Les ressources que nous avons ne sont pas à la hauteur des besoins. Nous avons très peu de moyens, mais nous essayons de sauver des vies. Les besoins sont immenses pour ces personnes qui ont tout perdu,
L'eau stagnante les expose maintenant à de nombreuses maladies, comme le choléra, le paludisme ou la dengue.